Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 297 du podcast Jean Actu. Alain Mattei, très heureux de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle émission preview de la saison NFL 2019-2020. À mes côtés, comme la semaine dernière, Raphaël Masmejean, bonjour. Salut à tous. Grégory Richard, bonjour. Salut Alain, bonjour à tous. Et Camille Sarabène à la technique, bonjour. Salut. On continue nos previews de la saison 2019 et pour faire simple, on a décidé de continuer en présentant les forces en présence et de faire un semi-power ranking. Alors je dis semi-power ranking, pourquoi ? Parce qu'on a classé de 1 à 10 et ensuite on n'a pas classé, on a fait des groupes. On a le flop 10, le ventre mou et le top 10. Et le top 10 on l'a mis dans l'ordre, histoire quand même que ça puisse se fighter un petit peu sur les positions. Je préviens quand même un petit peu d'avance, on a enregistré cette émission quelques jours avant sa mise en ligne. On espère que personne s'est cassé la jambe d'ici là. Excusez-nous s'il y a eu une jambe pétée au milieu de tout ça qui nous a un tout petit peu faussé une preview, mais normalement voilà, on croise les doigts, on touche du bois pour que tout se passe bien. Messieurs, tout va bien? Prêt à vous lancer dans ce top 10? Ouais, carrément au taquet. Carrément au taquet. Bon, on va commencer. Je sais pas si vous allez être autant au taquet parce qu'on commence tout de suite avec le flop 10 jingle et on attaque ça. Miami Dolphins have now traded for former first-round quarterback Josh Rosen from the Arizona Cardinals. Kyler Murray now the only first-round quarterback for the Arizona Cardinals. I'm gonna hold on to you as long as I can. I'm gonna hold on to you as long as I can. And if you choose to leave me, girl, I'll understand. I'm gonna hold on to you as long as I can. Le flop 10 de la NFL, messieurs, ce sont les 10 plus mauvaises équipes. Alors on n'a pas été méchants, on n'a pas voulu qu'il y ait de dernier, on est comme ça, il y a des trophées de participation pour tout le monde, mais il n'y a pas de dernier. Le flop 10 de la NFL, c'est un groupe de 10 équipes qu'on considère en bas de tableau. Après, à vous de choisir dans quel ordre vous les mettriez. Grosso modo pour nous, ça donnait, en partant du bas, Dolphins, Bengals, Cardinals, Giants, Buccaneers, Redskins, Bills, Broncos, Raiders et Jets. Ça, c'est le bas du panier en NFL aujourd'hui dans notre classement. Messieurs, quelle est la pire équipe NFL aujourd'hui pour vous ? La pire du pire. Je pense qu'on est quand même obligé de dire les Dolphins de par les nombreux trous qui restent dans l'effectif. Après, je sais pas si ce sera fondamentalement la pire. Ça peut être une bonne surprise comme Buffalo, par exemple, il y a 2 saisons où on n'avait pas grand-chose, mais où au final, on va dire c'était globalement cohérent. Mais là, au premier abord, il n'y a pas de pass rush, la ligne offensive qui est quand même assez fragile. Il y a un gros point d'interrogation forcément au poste de quarterback. Déjà savoir qui sera titulaire et si c'est Josh Rosen, s'il fera vraiment mieux que ce qu'il a démontré l'année dernière à Arizona dans un contexte qui était déjà pas favorable à l'époque. Donc, des receveurs dont on attend qu'il y ait une confirmation. Enfin bref, il y a beaucoup de trous, beaucoup de points d'interrogation, beaucoup trop en tout cas, pour que Miami et un nouveau coach. Un nouveau coach également. Si tu rajoutes un nouveau coach, le Brian Flores, ancien coordinateur défensif sous Bill Belichick. On sait que les dernières expériences de coordinateur de Bill Belichick au poste qui sont devenus head coach, ça n'a pas toujours été flamboyant, pour rester gentil. Donc ça ne veut pas dire que ce sera le cas, hein, mais comme dit Grégory, beaucoup de trous, un nouveau coach, beaucoup de... Enfin, c'est dur de ne pas aller voir très 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 bas pour commencer cette saison, quoi. Moi, je vais vous dire, j'étais assez inquiet quand, au bout de 3 jours de camp d'entraînement, on n'avait pas eu le droit à la déclaration du coach standard qui disait « Josh Rosen fait beaucoup de progrès, c'est vraiment des espoirs, ça va être son année révélation et tout ». Déjà, s'il n'y a pas de hype pendant le camp d'entraînement, c'est un peu inquiétant. Après, au bout de 3-4 jours, ils ont commencé à dire qu'il avait fait un bon entraînement et que peut-être il pourrait bousculer Ryan Fitzpatrick. Je suis
pas aussi. Évidemment, ça va pas être une bonne équipe, hein, mais je suis pas aussi. Il y a Xavier Howard, il y a Minka Fitzpatrick, il y a Devante Parker, il y a Laremy Tunsil, il y a quelques joueurs de talent que j'aime bien. Après, ça manque de lion, il y a un nouveau coach, il y a de l'inquiétude au poste de quarterback, mais je suis pas sûr que ce soit les pires. Je suis vraiment, je l'ai dit la semaine dernière, très très inquiet pour les Giants. Je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Il y a plus de noms. J'aime bien Xavier Howard encore une fois ou Minka Fitzpatrick. Il y a quelques noms qui me donnent de l'espoir à Miami. Quant à New York, il y a juste Saquon Barkley. Donc Raphaël, tu hoches la tête. Non, je suis pas sur le papier, je suis pas totalement d'accord. Pas totalement d'accord. T'as une ligne offensive à mon avis du côté de New York qui va être bien meilleure que ce que ça n'a été par le passé. Ça va faire du bien à Saquon Barkley. T'as une défense qui est jeune, qui peut prouver qu'elle a du talent. Ça repart de zéro. Je suis pas. Après, effectivement, je pense pas qu'il y ait un gap entre les Dolphins et les Giants. C'est aussi pour ça qu'on a fait un flop 10. C'est parce que on n'est pas certain qu'il y ait des gros écarts entre plusieurs de ces équipes. Donc oui, les Giants comptablement pourraient avoir un moins bon bilan que les Dolphins. Sans être forcément d'ailleurs moins bon. Enfin, tu vois, bon. Et après, c'est pas de leur fait de recrutement quoi, mais en plus tous leurs receveurs sont déjà pétés quasiment. Donc ça n'aide pas non plus Eli Manning ou ce qu'il en reste. Il y a les Bengals qui sont dans la course avec un AJ Green qui va manquer le début de saison, Jonah Williams qui est déjà blessé. Il reste Joe Mixon. Mais on va tout de suite voir la portée de l'embauche de Zach Taylor. Hein. S'il arrive à en tirer quelque chose tout de suite, c'est que c'est une très bonne embauche. Bah écoute, je l'ai regardé justement avant que tu les cites. C'est vrai que là, il y a quand même... alors, sans faire de mauvaises blagues, parce qu'on les a un peu obligés à s'entraîner... Enfin, la blessure des Jerry a été un peu conditionnée à un terrain qui était pas forcément propice. En gros, on leur a demandé de s'entraîner sur un endroit qui était pas très très safe. Mais blague à part, on a presque l'impression qu'ils ont déménagé les terrains d'entraînement sur un cimetière indien ou quelque chose comme ça, parce qu'entre AJ Green, Jonah Williams, c'est la retraite anticipée de Clint Bowling également. Niveau attaque, Zach Taylor qui était présenté comme un spécialiste offensif, l'assistant de Sean McVay chez les Rams, etc., etc. Là, il a pris plusieurs coups de bambou d'un coup en arrivant dans l'Ohio, quoi. Donc, il a toujours Joe Mixon qui a fait une grosse saison l'année dernière. Andy Dalton qui, même si on le bâche beaucoup, reste quand même un quarterback très correct. Qui a quand même quelques petits problèmes de blessure ces dernières années. Mais c'est vrai que entre ça et puis la défense, je suis pas emballé par leur coaching staff non plus. Ça peut être une année de transition où, en effet, on va un petit peu tirer la langue du côté de Cincinnati. On va arracher quelques belles victoires. Mais sur la majeure partie de la saison, on va quand même pas mal souffrir, ouais. Moi, je suis juste content de revoir jouer Carl Lawson, mais en effet, en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Les Cardinals, alors c'est une des grandes interrogations, une des grandes curiosités de cette saison. Il y a des trucs intéressants. Il y a Kyler Murray, le premier choix de la draft, évidemment, donc c'est toujours une curiosité. Il y a des trucs intéressants sur les skills position quand même, puisqu'il y a David Johnson, il y a Larry Fitzgerald, il y a Christian Kirk, il y a Kyler Murray. Sur le pass rush, il y a Chandler Jones, qui est bon, alors il y a Terrell Sox qui arrive en fin de carrière, mais est-ce qu'il pourrait pas se hisser quand même, mine de rien, si ça se passe bien, un peu en haut de ce groupe d'équipes, en haut du bas, quoi? Très belle image. Ouais, je sais pas, je t'ai trouvé un peu optimiste sur la preview Cardinals. Alors, effectivement, c'est quand même une équipe dont la saison va, c'est vrai, être beaucoup fluctuante, on va dire, par rapport à ce que va donner Kyler Murray. Ça a l'air d'être assez évident, surtout que le coach qui a été choisi, visiblement, enfin, c'est vraiment pour lui, fait pour lui. David Johnson, ça fait 1 an et demi qu'on l'a pas vu faire un bon match quand même en attaque, donc ça met un peu de temps. Moi, je trouve pas qu'il y ait tant de cibles que ça. Larry Fitzgerald se fait vieux. Il y a des nouveaux, il y a des rookies. On va voir ce que ça donne, mais pareil, c'est quand même de l'incertitude. En défense, ouais, il y a Chandler Jones. J'aime bien au poste de linebacker Jordan Hicks, mais qui a connu souvent des blessures, donc à voir. Bon, Patrick Peterson n'est pas là, manque les 6 premiers matchs. Ça manque quand même de cornerback, le backfield à ce niveau-là. Bon, je suis pas enthousiasmé plus que ça quand même. Moi, ce qui m'inquiète surtout à Arizona, je serais d'accord avec toi, Alain. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il y a, selon moi, une donnée qui est quand même ultra non négligeable en NFL, c'est les tranchées. Et du côté d'Arizona, la ligne offensive, j'ai pas l'impression qu'elle s'est transformée pendant l'intersaison, et même sur la ligne défensive, il y a eu quelques ajouts intéressants, mais c'est pareil avec le cut
de Robert Nkemdiche, cet espoir déchu. Oh là là, non, on m'en parle pas. Donc ouais, sur la ligne défensive, j'ai pas la sensation que ce soit extraordinaire. Donc même s'il y a beaucoup de secteurs où ils se sont quand même malgré tout améliorés, en effet, Cliff Kingsbury va, je pense, améliorer un petit peu cette attaque. Mais Kyler Murray va passer de la ligne offensive d'Oklahoma où il y avait des prospects NFL partout à une ligne défensive d'Arizona où il y a pas mal de trous. Il y a un DJ Humphries qui est blessé 3 matchs sur 4. Ça va être un peu compliqué. Elle est pleine de prospects NFL aussi, la ligne des Cardinals. C'est ça. C'est des prospects, quoi. Mais juste un petit mot, oui, tu disais Robert Nkemdiche coupé qui rejoint le cimetière des espoirs déçus d'Ole Miss avec pas Larry Tunsil. Comment il s'appelle Laquan Treadwell. Bientôt Patriots, Nkemdiche, on peut l'annoncer. C'est vrai. C'est un peu l'habitude des Pats de signer des anciens au premier tour qui n'ont pas performé ailleurs. Treadwell et Nkemdiche. C'est New England ou Seattle, il y a une chance sur deux de toute façon. Bon, donc tu fais l'arbitre, Greg. Donc Cardinals, toi, c'est les tranchées qui t'embêtent alors. Ah oui, clairement. Je pense qu'ils vont souffrir dans ce domaine-là. Ouais. Les Bills, reconstruction par reconstruction. Moi, j'avoue que je perds un peu le fil avec cette équipe. À un moment, ils sont en playoff, derrière, ils répètent tout. Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. Écoute, conditionné par l'énorme Josh Allen. En attendant de voir, il a montré de meilleures choses Il y a eu un début. Alors pour le coup, il jouait pas en début de saison, en tout cas très peu. En tout cas, le peu de temps où il a joué l'année dernière, ça a coïncidé avec une émergence de Buffalo, mais où paradoxalement, de jouer à la passe, c'était pas énorme. Donc là, en l'occurrence, ça va être clairement lui le patron de cette attaque, ou en tout cas celui qui, on va dire, facilitera un peu plus le jeu au sol, parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on avait un playbook très prévisible du côté des Bills également, de par les difficultés au poste de quarterback. Donc là, c'est vrai que le fait déjà d'équilibrer un peu plus cette attaque et d'avoir un quarterback d'avenir déjà un peu plus établi, ça peut reconditionner la chose. Je serais pas étonné de les voir pas trop loin des playoffs. Après, tout est relatif parce qu'en AFC, le niveau me paraît pas dingue non plus, mais à voir. Je suis d'accord. Moi, je pense qu'ils ont le potentiel. Si Josh Allen se développe bien dans cette deuxième année, ils ont le potentiel d'être en haut, on va dire, de ce flop 10. Parce qu'il y a quand même une défense qui a pas mal de talent, sur toutes les lignes. Il y a une ligne offensive qui s'est améliorée en faisant venir Mitch Morse et Quinton Spain. Ça va être mieux de ce côté-là et je trouve un bon backfield quand même, un bon niveau du front seven. Ça va être une équipe chiante à jouer, assez agressive, assez physique. Moi, je pense qu'ils peuvent être assez, comme l'a dit Greg, assez étonnants. Donc plutôt le haut du bas là, dont je parlais tout à l'heure. Oui, quand même. Les Buccaneers, on en a parlé dans l'émission la semaine dernière. On croyait à l'effet Arians, mais pas vraiment à l'effet Winston, quoi. Jameis Winston reste Jameis Winston, donc on n'y croit pas des masses. Oui, c'est un peu ça. Non, mais c'est bien de mettre un coordinateur, c'est bien de mettre un coach offensif en entraîneur principal pour booster Winston à chaque fois. Mais encore une fois, ça va pas se faire au détriment du reste du roster. Donc, comme on disait la semaine dernière, enfin, en tout cas, comme moi je disais la semaine dernière, le fait que Todd Boyles arrive, c'est bien parce que ce sera déjà plus crédible en défense. C'est pas compliqué puisqu'il avait proposé Mike Smith notamment là-bas. Mais, ça mettra quand même un peu plus de temps et c'est pour ça que ça me paraît pas une mauvaise chose dans un premier temps. En tout cas, après, on peut être surpris agréablement. C'est tout ce que je leur souhaite, de les laisser pour l'instant dans le flop 10. Juste une petite stat, Vita Vea, 19 pressions sur les 6 derniers matchs de 2018, donc ça pourrait être un des motifs d'espoir de cette équipe de Tampa pour la saison à venir. Les Redskins, bon, j'aime bien la défense et le front seven comme l'an dernier, il y a London Collins et Josh Norman derrière, c'est pas mal aussi, mais la question c'est le quarterback qui commence, alors ça va peut-être être daté au moment où vous allez écouter, mais la première hiérarchie publiée par l'équipe, c'était Colt McCoy, Case Keenum, Dwayne Haskins. Ouais, j'y crois pas une seconde. Mais Colt McCoy titulaire en semaine 1, j'y crois pas une seule seconde. Je pense que ce sera Case Keenum dans un premier temps. On va le laisser aller 3-4 matchs. Parce que mine de rien, les Redskins, ils commencent assez fort. Je crois qu'ils ont Dallas et Chicago assez rapidement à la maison. Et ils doivent avoir un déplacement. Je me demande s'ils sont pas Philadelphie en ouverture. Ils ont 3 matchs assez rapidement, compliqués assez vite. Ils pourraient se retrouver à 0-3 pour démarrer la saison. C'est pas impossible non plus. Surtout avec un poste de quarterback énigmatique. Et je serais pas étonné qu'Askin soit lancé à ce moment-là. Et à mon avis, ce sera assez solide. J'ai entendu Raphaël susurrer sans Trent Williams, 3 points de suspension. Qui en tout cas fait une grosse grève et visiblement il a assez de
de contrariété contre son équipe, et c'est vraiment pas une question d'argent. De ce qui ressort, c'est une question au niveau du staff, et notamment le staff médical, qui lui poserait énormément de soucis. Du coup, pour le moment, les Redskins s'entraînent avec Eric Flowers au poste de left tackle, donc j'ai hâte de voir ça. Oui, mais ils ont pas signé Donald Penn. Ils ont signé Donald Penn, qui était sur les rotules à la fin chez les Raiders, qui était sur les rotules des rotules, donc je vais attendre. Bref. Alors, attention, mon propos, c'est pas de te dire que c'est du même niveau de Trent Williams. Je vais pas raconter n'importe quoi, mais. Voir, mais après, effectivement, ça pourrait être plus solide qu'il n'y paraît. Je suis assez d'accord là-dessus avec Greg, notamment si le jeune Haskins se débrouille bien. Mais il y a beaucoup d'histoires de blessures à Washington. Je trouve que ça peut aussi vite s'écrouler, cette histoire. Donc, bon. Flop 10 haut, on va dire, mais. Ouais, moi j'aime bien, je l'ai dit, j'aime bien la défense, j'aime bien si Dwayne Haskins fait une belle saison rookie, après tout, pourquoi pas, il peut y avoir des choses. Il y a le retour de Darius Guice, le coureur qu'ils attendaient beaucoup l'an dernier, avec Adrian Peterson, donc il y a quand même des choses. Alors sur les receveurs, ça reste encore un peu faiblard, mais il y a quand même des choses à faire dans cette équipe de Washington. Et puis même la ligne, juste pour compléter là-dessus, alors il y a un souci avec Trent Williams, mais je pense qu'ils vont avoir un jeu au sol pas dégoûtant non plus, avec Brandon Scherf, Chase Roulier qui sont quand même assez bien intégrés dans cette O-line. On va dire le côté droit de la ligne, ça va. J'ai un peu plus d'inquiétude sur la gauche. Alors, je dirais pas qu'ils vont forcément jouer comme Seattle l'année dernière par exemple, mais en tout cas pour laisser du temps à Haskins de se faire la main, déjà avoir ce bon jeu au sol, je pense que encore une fois, ils peuvent perdre du temps au démarrage, mais je serais pas étonné de les voir à au moins 8-9 victoires pour la première saison d'Haskins. On parlait d'attaque incertaine, les Broncos, grosse défense, Von Miller évidemment un des meilleurs défenseurs du monde, mais l'attaque, ça respire pas la confiance. Joe Flacco est le nouveau quarterback. Est-ce que c'est une progression par rapport à ce qu'il nomme? Est-ce que c'est un pas de côté? Est-ce que c'est une régression? Je ne sais même pas. C'est une avancée en crabe un peu, c'est un truc, un truc très technique. Je ne sais pas lequel de vous deux a répondu pouf, mais oui, c'est à peu près la réponse. C'est Merci Raphaël. Mais, de rien. Non, grosse transition, je pense. Du côté de Denver, on va beaucoup se reposer sur le pass rush parce qu'il y a beaucoup de zones qui me paraissent un peu compliquées. Ce que j'aime bien du côté des Broncos, c'est l'intersaison du point de vue du coaching staff. L'arrivée de Vic Fangio, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'arrivée d'un Mike Mularkey pour les lignes offensives. On sait qu'il avait fait un superbe taf. Mike Mularkey ? Ouais. Ah ben non, il est chez nous, Mike Mularkey. Attends, ben non, je suis quasi sûr de... Ah non. Attends, donc je confonds peut-être. Je suis l'ancien coach de ligne des Steelers. Ah, mais Mike Munchak. Mike Munchak, pardon. Autant pour moi, Mike Munchak. J'avais le Mike, mais j'avais le petit... Ah oui. Donc c'est des coachs standards, hein. Ils se ressemblent tous, ils sont là depuis 40 ans. Ouais, mais Munchak, cela dit, Mike Munchak faisait vraiment un très bon taf avec la ligne offensive des Steelers. Il va pouvoir aider la ligne offensive des Broncos. Il y a un bon jeu au sol. Il y a l'air d'avoir un bon duo avec Lindsay et Freeman. Bon, faut voir comment ça prend au sol, mais il y a quand même des atouts pour être une équipe assez emmerdante à jouer au cours de la saison, quoi. La semaine dernière, Raphaël, on parlait des previews de Deadspin. Dans celle des Broncos, il disait John Elway était le meilleur quarterback des Broncos et en tant que dirigeant, il s'assure qu'il reste à cette place-là en tant que joueur. Il fait tout son possible pour rester le meilleur quarterback de l'histoire des Broncos. Voilà. Les Raiders et les Jets sont les derniers de notre groupe. Alors, on en a largement parlé, on va pas s'éterniser dessus. On en a largement parlé la semaine dernière. Les Jets, on était entre implosion et transition. Donc non, les Raiders. Les Raiders, donc implosion ou transition, c'était pas franchement engageant. J'ai l'impression qu'il pourrait être à peu près n'importe où en fait dans ce flop 10. Il pourrait être avant-dernier, avoir le deuxième choix de la draft, ou il pourrait être aux portes des playoffs. Ouais, ça résume. Moi, j'ai vraiment du mal à y croire, porte des playoffs pour les Raiders, mais. Porte du ventre mou alors. Oui. Mais bon, c'est que. Greg, les Raiders, un mot à ajouter par rapport à la semaine dernière ou pas? Non, globalement, c'est un peu les mêmes zones d'ombre. C'est-à-dire que oui, en effet, on a rajouté des noms un peu glamour, mais est-ce qu'il y a vraiment une cohérence, une cohésion qui va être trouvée avec des problématiques qui diffèrent d'un point de vue coaching staff, quoique entre John Gruden et Greg Williams, je sais pas trop avec qui j'aimerais faire un repas, mais ça peut aller d'un côté comme de l'autre très très clairement en effet. Du coup, les Jets, je me suis enflammé en les mettant tout en haut de ce groupe de flop 10. Ouais, moi je crois que sur mon perso, ils étaient 29 ou 30. Ah ouais. Coude à coude avec les Giants. Greg, il a un vrai truc avec les Jets, il y croit pas. Moi je les trouve bien à cet endroit-là, donc on verra la saison.
aux portes du ventre mou. Bon, on garde à peu près cet ordre-là, donc Dolphins, Bengals, Cardinals, Giants, Buccaneers, Redskins, Bills, Broncos, Raiders, Jets. Oh, les Redskins beaucoup plus haut, quoi. Ouais, les Redskins en haut, je pense, de ce groupe-là. Raphaël, qui tu mets en bas, qui tu mets en haut? Alors, on va pas faire tout le classement. Effectivement, je partirais sur les Dolphins tout en bas et tout en haut de ce flop. Avec les Bills, de ce qu'on disait tout à l'heure. J'irais peut-être sur les Bills, effectivement. Bills avec la petite interrogation Allen, mais Bills, ouais. Ce sera même la clé, Allen. Ça sera la clé, Allen. Ah bah voilà. Greg, dernier premier de ce groupe. Ouais, Dolphins et... non, je continue quand même. Redskins, ouais. Je les mettrais quand même en haut du bas. Moi, je vais dire Giants et Redskins. Comme ça, on va être dans la NFC Est. Petit jingle et on passe au ventre mou. What's that? Playoffs? Don't talk about playoffs. You kidding me? Playoffs? I just hope we can win a game. On repart donc, messieurs, avec, j'allais faire une mauvaise blague, j'allais dire avec la séquence sumo, puisque c'est le ventre mou. Matt Patricia dans le ventre mou. Voilà, j'ai les pas, apprécieront, je franchement, voulais bravo, pas les gars. attaquer directement les coachs. Il y a Andy Reid aussi. Le ventre mou de la NFL. Alors, on peut le dire d'ailleurs, on était assez d'accord relativement sur la répartition des trois groupes, pas sur l'ordre précis, mais on était d'accord sur ce qu'on a dit donc dans le flop 10 et dans le ventre mou de la NFL. On retrouve 49ers, Lions, Titans, Ravens, Texans, Steelers, Seahawks, Panthers, Jaguars, Browns, Cowboys et Vikings. Voilà donc pour le ventre mou de la NFL. On va commencer par les 49ers, messieurs. C'est quand même une des grandes inconnues de la saison. Il y avait une hype monumentale autour de l'an dernier. Ça s'est complètement calmé. Ils ont été éclipsés par les Browns cette année en termes de hype. On a Jimmy Garoppolo avec Greg Kittle. Mais c'est pas quand même hyper entouré au niveau des receveurs. Les coureurs, on a l'impression qu'il y a beaucoup de coureurs numéro 2, mais pas vraiment un super numéro 1. Et puis il y a ce nouveau duo DeFord-Nick Bosa pour la défense. Alors tiens, on va commencer par ça. Est-ce que ça change tout en défense, DeFord-Nick Bosa? Clairement, là pour le coup, de ce qu'on avait jusque-là avec le loupé, avec les loupés en l'occurrence, Eric Armstead et Solomon Thomas, c'est clair que ça aidait pas. Quand on voit en plus, alors ça c'est un autre débat, mais quand on voit en plus que le backfield défensif arrivait pas non plus à punir le quarterback adverse, je crois qu'ils font 2 interceptions cumulées toute la saison passée. Oui. Un peu mince. Quand même, je veux bien que Richard Sherman soit revenu de blessure, mais bon, on en attendait un poil plus. Après, oui, si déjà la pass rush arrive à mettre la pression, ça exposera un petit peu moins ce backfield défensif, qui a clairement pas été la réussite de Robert Saleh. Et voilà, Bosa, Ford, avec en plus DeForest Buckner qui a fait 12 sacs l'année dernière. T'as quand même une belle ossature, on va dire, sur la ligne défensive pour mettre durablement la pression dans une NFC West, on en parlait la semaine dernière, qui va être quand même relativement disputée et assez homogène, en tout cas pour les 3 premiers. Raphaël, tu y crois à ces Niners? Autant je rejoins Grégory sur l'idée qu'il y a pas mal de talent, notamment en défense, effectivement, ce front seven. Même l'arrivée, par exemple, au poste de linebacker d'un Non Alexander que je trouvais hyper intéressante. Mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à y croire. J'ai un souci avec cette équipe. J'ai l'impression qu'il y a pas la clé encore pour trouver la bonne alchimie en défense et l'attaque. Je trouve, l'attaque, on est dans un faux rythme clairement avec les blessures de Jimmy Garoppolo. On n'arrive pas vraiment à jauger cette attaque. Tu l'as dit, il y a Kittle très bien. Je pense que les plans de jeu de Shanahan, ça peut alterner pas mal aussi au poste entre Tevin Coleman, Matt Breida. Bon, tu peux réussir à courir. Mais bon, je sais pas, il y a quelque chose qui me gêne avec donc là on est clairement dans le subjectif et désolé mais quelque chose me gêne avec cette équipe et j'ai du mal à y croire. Ça me rassure parce que je suis un peu comme toi. Je demande à me laisser convaincre, mais j'ai du mal à accrocher. Pour moi, c'est encore une année de construction. Je suis plus là-dedans. Je demande à voir pour Ford et Bosa, je demande à voir pour Garoppolo. Tout ça, c'est de la construction. Les Lions au-dessus, Trey Flowers, grosse pression, 62 pressions par an ces 2 dernières années. Est-ce que c'est pas cette acquisition qui est un peu symbolique aussi? Est-ce que c'est l'année où ils vont peut-être enfin défendre? Matt Patricia, 2e année, c'est un coach défensif. Il y a une belle ligne avec
apostrophe Sean and apostrophe Sean Robinson, tellement d'apostrophes dans les prénoms de cette ligne. Est-ce que cette équipe de Détroit va être solide défensivement? Il y a quelques beaux noms sur la ligne défensive avec la venue de Mike Daniels qui les a rejoints. Il y a Damon Harrison plus sur les aspects, on va dire, de jeu contre la course, mais qui est toujours là. Oui, en tout cas, faut que Matt Patricia mette sa patte, on va dire, sur cette défense. Là, visiblement, avec les ajouts et notamment celui de Trey Flowers, son general manager l'a écouté, lui a donné potentiellement les armes et un homme de base, de confiance dans son système. Donc, à lui de le prouver. Faut que ça se mette en place. La question reste, à mon sens, je pense que ça va marcher en défense. C'est la gestion de l'attaque. C'est qu'est-ce qui va se passer avec cette attaque des Lions. Bon. Kerryon Johnson, CJ Anderson au sol. Grégory, tu crois pas? Ah si, il peut se passer que des bonnes choses avec cette attaque de Détroit. J'en suis persuadé. Ils ont quand même il a quel âge maintenant? ça sent l'ironie. Non, mais après, honnêtement, c'est en fait ce qui est toujours un petit peu frustrant avec cette équipe de Détroit, c'est qu'on a l'impression que ils ont des ingrédients en attaque, mais ils n'arrivent jamais à les réunir au même moment. Et après, c'est vrai que bon, on va pas le nier. J'ai beau apprécier son style de jeu de temps à autre, c'est vrai que malheureusement, Stafford a aussi ces petites failles mentales qui posent problème à Détroit sur certaines rencontres de la saison. Je pense au match de Thanksgiving l'année dernière contre Chicago, où s'ils battent les Bears, ils peuvent prendre un virage intéressant et où finalement ça se termine un peu en eau de boudin pour les Lions. Ils ont cette irrégularité, ils ont surtout des gros problèmes de ligne offensive année après année, et ça, tant que ce sera pas résolu du côté de Détroit, ça va aussi être un peu compliqué pour Stafford qui prend beaucoup de sacs depuis quelques années. Alors, il y a un petit peu d'expérience, il y a eu quelques petites retouches au cours de l'intersaison, mais ça me paraît pas monstrueux. C'est ce qui me rassure pas totalement, et c'est ce qui fait que malgré, je pense, la bonne copie qu'ils pourraient rendre, en tout cas la bonne opposition qu'ils pourront proposer dans la NFC Nord, j'ai du mal à les voir décoller. Après, oui, en défense, il y aura un système un peu hybride qui pourra éventuellement surprendre les attaques adverses, mais bon, j'en attends pas non plus des choses extraordinaires cette année. Déjà une saison à 9 victoires, je pense que ce sera largement suffisant pour cette équipe des Lions. Les Titans, alors je suis désolé, j'ai toujours autant de mal à être excité par cette équipe. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des qualités. Moi, je sais pourquoi. Commence à y avoir du monde. Comment, Greg? Moi, je sais pourquoi. Pourquoi? Marcus Mariota? Marcus Mariota. C'est pas Marcus fou. Mariota. Alors, Bon, en même temps, quand t'as une bataille de quarterback entre Marcus Mariota et Ryan Tannehill, ça fait mal quand même. Bon, Corey Davis, TJ Sharp, Adam Humphries, Derrick Henry, une ligne correcte, il y a du monde autour, il y a de la qualité en défense. Pour moi, il devrait même être au-dessus des Ravens, d'ailleurs, puisqu'on en parlait un peu la semaine dernière et qu'ils arrivent après. Mais ouais, c'est marrant, cette équipe. À chaque fois qu'on fait une pause de 3 mois du podcast, j'oublie quasiment leur existence et je les redécouvre au moment de la préparation de l'émission, quoi. Est-ce que, quand même, c'est playoff, non? Pourtant, quasiment. Pour moi, c'est vraiment une saison où ça passe ou ça casse pour Tennessee. Là, en plus, on a vraiment des... Tu parlais de Rosen précédemment, mais on a vraiment des très très mauvais retours, des très très mauvais échos des premiers entraînements de Marcus Mariota, qui a pas l'air d'être... en tout cas, on sent que dans le jeu aérien, on a beau se moquer de Lamar Jackson, mais honnêtement, Marcus Mariota, ça fait quand même pas mal d'années qu'il est dans la ligue. Je le vois pas comme un phénomène à la passe, quoi. Ah non. Donc il restera comme un quarterback qui sait se lancer des ballons en play-off, mais pour en lancer aux autres, ça devient beaucoup plus compliqué. Et bon, là aussi, il y a peut-être une ligne offensive qui est un peu irrégulière sur le pass pro, je trouve, mais voilà, ça excuse pas le rendement qui reste encore très très médiocre. Et vu qu'à côté, il n'y a pas non plus des joueurs hyper flashy, en tout cas, il n'y a pas non plus des playmakers en pagaille, même s'il y a des beaux noms. C'est pas passé loin, il nous aurait fallu le mental de Mariota sur les capacités physiques de Winston. Cette année, on était bon. T'avais le prospect parfait. C'est vrai. On a eu 2 demi-quarterbacks au lieu d'un complet, c'est bon. On en aurait eu un avec le mental de Winston sur le corps de Mariota, et puis on avait l'autre qui était complet, quoi. Voilà. Ça aurait été plus drôle. Les Ravens, on en a parlé la semaine dernière, on va pas épiloguer, messieurs. Il y a Earl Thomas qui arrive en défense. Raphaël, tu crois en leur défense? Tu penses que ça va continuer dans la tradition Ravens? On avait dit playoff ou pas? Alors je me rappelle plus, qui avait dit qu'ils allaient en playoff? Moi, j'avais dit candidat clairement au playoff. Est-ce qu'ils y vont? Je sais pas, ça dépendra. Ce qu'on a évoqué aussi de la hype Cleveland, en tout cas, qui va être déterminante. Mais je pense que les Ravens seront dans la lutte jusqu'à la dernière journée pour aller en playoff. Ouais, je les avais mis 7 ou 8, je crois. 7 ou 8.
Texans, est-ce qu'ils ont tout sauf la ligne offensive? Je vais présenter quand même pour nos auditeurs qui découvrent la NFL. Alors, et ça je la connaissais pas, Julian Davenport avec une apostrophe entre le E et le N. Donc Julian Davenport, Senio Kelemete, Nick Martin, Zach Fulton, Chantrell Anderson. Si vous découvrez la NFL et que vous ne les connaissez pas d'inquiétude, nous non plus. Ce sont les titulaires de la ligne offensive de Houston. Bon, après ça va bouger un peu. Hein. Oui, non, mais ça va bouger. C'est ce que j'ai à l'instant T où on enregistre. Voilà. Très belle défense encore. DeShaun Watson, pourquoi pas. DeAndre Hopkins, pardon, toujours. Mais il manque une ligne offensive, quoi. Oui, il manque une ligne offensive, clairement. Eux, ils seraient bien inspirés d'aller essayer de chercher un Trent Williams qui fait la tête du côté de Washington pour venir renforcer le côté gauche de la ligne. Ça pourrait être assez intéressant. Ok, oui. Maintenant, pour moi, et c'est aussi pour ça que je les avais dans le ventre mou, il manque pas qu'une ligne non plus. Je trouve le poste de tight end assez faible. Lamar Miller, je suis pas totalement convaincu au poste de running back. Et le backfield défensif me laisse circonspect. Ouais. Quand j'ai entendu, waouh, ils ont pris Bradley Roby, je me suis dit ouais, d'accord. Ouais, voilà. Ok. Bon. Vous pensez qu'ils ont atteint leur fin de cycle déjà en fait sur le collectif? Alors évidemment c'est à contre-temps parce que Watson est arrivé, mais je veux dire cette défense notamment qui était très très forte, est-ce qu'elle est maintenant sur la pente descendante? Bah elle est quand même symbolisée par une intersaison assez. Alors. Encore une fois, J.J. Watt, il est performant avec Houston, hein, mais encore une fois, en plus avec les nombreuses blessures qu'il a eues, il me semble qu'il arrive à la trentaine maintenant, l'ami J.J. Donc, je suis pas sûr qu'il va maintenir un niveau extraordinaire pendant énormément d'années. Et il y a aussi, sauf erreur de ma part, toujours Libronglio, Jadivon Clowney, qui a toujours pas signé son contrat longue durée. Je suis même pas sûr qu'il ait signé son tag. C'est vrai. Donc, il a pas signé le tag. Donc, là, ça fait quand même des petits points d'interrogation quand on sait que la force de Houston, c'était le deuxième rideau et notamment le pass rush. Là, très franchement, Watt, c'est surtout moi qui présume un peu, qui m'avance. On a vu que Mercilus avait baissé un petit peu de niveau l'année dernière. Si en plus Clowney veut pas jouer ou a des envies d'ailleurs, on aurait pu faire un échange entre Trent Williams et Jadivon Clowney. Mais peut être compliqué. Les Steelers, est-ce que les Américains aiment bien dire addition par soustraction, est-ce qu'ils sont meilleurs sans Antonio Brown et Le'Veon Bell? C'est un peu compliqué à dire. James Conner l'an dernier a bien remplacé Le'Veon Bell, c'est un grand mot, mais c'était bien débrouillé sur la partie notamment jeu au sol. Et il apportait moins de solutions dans le jeu aérien qu'un Le'Veon Bell, mais d'un point de vue course, c'était pas trop mal. Est-ce qu'ils sont meilleurs sans ces deux-là? C'est en termes de talent pur, non. En termes après peut-être d'alchimie de groupe, de respect des consignes du jeu, potentiellement oui. C'est une équipe qui reste solide quand même. Il y a une bonne ligne offensive. Il y a des joueurs de talent en défense. Bon, faut voir. Progression en défense et stagnation en attaque, on peut dire ça comme ça? Ouais, bon après stagnation en attaque, tout est relatif. Hein. On rappelle que Ben Roethlisberger c'était le quarterback le plus productif en termes de yards l'année dernière, malgré les soucis qu'il pouvait avoir avec certains de ses receveurs. Mais je rejoins Raphaël, c'est sûr que c'est un groupe solide. Et j'ai quand même la sensation par rapport à ces dernières années que peut-être en termes de profondeur, c'est quand même un peu moins sexy. Enfin, c'est quand même un peu moins rassurant. Et je me dis que s'il y a quelques petites blessures sur des postes clés, je pense au pass rush, par exemple. On va penser que je ne souhaite que du mal au Watt, mais voilà, s'il arrive un petit souci avec TJ Watt, il y aura toujours, Hayward, par exemple, sur la ligne défensive pour mettre la pression, mais il y aura peut-être un petit peu moins de solutions de rechange avec Bud Dupree, qui est pas forcément extraordinaire. Donc, c'est ma grosse interrogation. Après, ça restera solide, je pense, candidat au playoff, comme ça l'était encore l'année dernière, malgré leur saison un peu mitigée. On passe aux Seahawks. Je précise, tant qu'on est au milieu de l'émission, qu'on donne pas de pronostics sur chaque équipe. Évidemment, là, on est là pour vous donner un panorama des forces en présence avec le Power Ranking. Les pronostics arriveront dans une autre émission d'intersaison spéciale pronostic. Les Seahawks, donc, ont encore perdu un gros défenseur. C'était Frank Clark cette année. Il reste Bobby Wagner, Russell Wilson, Pete Carroll au coaching. Est-ce que rien que ça, en fait, ça te met déjà en milieu de classement? Parce que j'ai l'impression que le reste de l'effectif est pas hyper reluisant par rapport à ce qu'on a cité par exemple à Pittsburgh qu'on a cité juste avant. Il y a moins de gros noms, mais ce trio-là en fait te met déjà bien quoi. T'as un trio qui te met bien, t'as quand même un jeu au sol qui arrive année après année à s'établir, à rester performant. Enfin, on l'a vu l'an dernier, le Chris Carson a été vraiment bon au niveau du jeu au sol.
Là, son duo avec Rashad Penny, ça peut être assez prometteur. On a une ligne offensive des Seahawks qui est en difficulté pour protéger Russell Wilson, mais qui est plus à l'aise quand même dans le jeu de course. Donc à partir du moment où ils arrivent un peu comme ça à imposer leur physique au sol, à maîtriser le chrono, ça facilite, on va dire, un peu le jeu. Voilà, après ils ont des joueurs en défense, je pense notamment au cornerback l'an dernier de deuxième année, les Shaquille Griffin, tout ça. Trey Flowers qui n'ont pas été très bons, mais qui ont quand même du talent, donc qui peuvent redresser le cap. On leur souhaite en tout cas. Bon, il y a quand même du talent. Moi, je suis plus inquiet pour la ligne défensive qui, comme tu l'as dit, a perdu Frank Clark et Jordan Reed, suspendu 6 matchs. Oui, aussi. Ça m'inquiète vraiment pour le coup pour la ligne défensive, mais voilà, c'est une équipe bien coachée, ça va être agressif. Pour ça que à l'heure actuelle, à ce moment-là de la saison, les voir dans le ventre mou, ça me paraît assez cohérent, quoi qu'il arrive. Parce que moi, je regarde alors. C'est ce que je disais la dernière fois, c'est-à-dire que ce qui me rend un peu mitigé du côté de Seattle, oui, c'est en effet le niveau de la défense. Une défense qui s'est souvent mis en lumière, notamment par par l'expérience, le côté un peu, je sais pas si, coquille pour en prendre un terme un peu anglais, mais oui, le côté vraiment seul contre tous, on va dire, cette psychologie-là. Là, j'ai la sensation qu'on a vraiment un groupe qui reste assez jeune, assez inexpérimenté. Alors, il y a encore des tauliers, Bobby Wagner au poste de linebacker, voilà, ça reste un des meilleurs à son poste, il n'y a pas de souci. Mais en effet, comme le disait Raphaël, c'est vrai qu'il y a d'autres postes sur le backfield défensif, sur la ligne défensive, notamment pendant la période où il faudra gérer l'absence de Jaron Reed. Alors, ils ont signé Ezekiel Ansah pour compenser le départ de Frank Clark, mais c'est toujours le même problème avec Ansah, c'est combien de temps il va pouvoir tenir avant de se blesser, même s'il est capable de faire des super rencontres par intermittence. Mais là, oui, ça va être quelque chose. Et il va falloir qu'il y en ait d'autres qui prennent la suite. Je pense notamment à Rasheem Green et au rookie LJ Collier, parce que sinon, ça peut être une saison assez compliquée défensivement pour Seattle. Collier qui est déjà embêté par des blessures. Les Panthers, elle en est où leur défense à eux, justement? Gerald McCoy et Brian Burns sont arrivés. Brian Burns rookie, Gerald McCoy récupéré, puisque les Buccaneers n'en voulaient plus. Est-ce que ça repart un petit peu pour cette défense? Et puis derrière, il faut croiser les doigts pour que l'épaule de Cam Newton aille bien. Raphaël qui regarde ses fiches sur la Jaguars. Ah non, tu me fais parler sur les Panthers, t'exagères quand même. Oui, ça c'est pareil, il y a beaucoup de choses qui m'interrogent. Il y a des renouvellements de cycle, notamment j'en démords pas sur les lignes, que ce soit défensive ou offensive. Alors Gerald McCoy, oui, en effet, il est un petit peu en fin de parcours. Il va tomber dans un système un peu hybride du côté de Carolina. Je sais pas si c'est forcément ça qui va vraiment mettre en valeur ses qualités. Sur la ligne offensive, ils ont dû faire quelques modifications également. Ils ont fait venir Matt Paradis au centre, qui va apporter un peu de stabilité. Tout à fait, c'est solide pour remplacer Ryan Khalil. Même Greg Little, le tackle qu'ils ont drafté en deuxième tour. Je pense qu'au moins pour être tackle droit dans un premier temps, ça va être assez costaud. Après, on en revient à la même chose. Est-ce qu'il y aura vraiment des cibles pour Cam Newton, même s'il arrive à récupérer une épaule? DJ Moore, c'est très explosif. Maintenant, est-ce que ça va être vraiment un receveur numéro 1, un receveur de possession? Est-ce que Greg Olsen va vraiment enfin être à 100% avant de partir en retraite? C'est quand même des points d'interrogation entre la transition, on dira, défensivement, avec encore une fois ce système hybride qui a été prôné par Ron Rivera, et puis cette attaque également avec quelques zones d'ombre. Pas totalement rassuré. Les Jaguars, avec Nick Foles maintenant, ça aurait pu être une des grandes questions de la saison. Tiens, ça la semaine dernière. Est-ce que les Jaguars ont maintenant tout ce qu'il faut? Ou alors est-ce qu'il leur manque les cibles? Parce que honnêtement, je vais pas vous cacher que je le trouve pas très très bien entouré, Nick Foles. C'est pas tout d'avoir maintenant un quarterback compétent, mais... moi j'irais même au-delà des cibles. Je trouve que globalement, cette attaque sur le papier est pas particulièrement... pas sexy du tout, ça c'est sûr, mais même pas porteuse de beaucoup d'espoir à mon sens. Au niveau des cibles, je trouve ça très faible. Leonard Fournette, on sent quand même qu'il y a beaucoup de problèmes physiques. On a une ligne offensive, par exemple l'an dernier, le garde Andrew Norwell qui avait été signé à prix d'or venant de Carolina a été plutôt décevant. Bon, c'est pas poste de tight end, il y a aucune certitude. Je trouve qu'offensivement c'est assez faible. Alors après, est-ce qu'un Nick Foles peut suffire à ne pas faire perdre l'équipe et que la défense retrouve son niveau d'il y a 2 ans et qu'en fait l'équipe gagne par la défense en se contentant d'avoir un quarterback qui gère? Pourquoi pas? Je trouve que c'est le talent en défense qui leur permet d'être à ce niveau-là en tout cas.
Mais cela dit, il faut que le talent en défense fonctionne, ce qui n'a pas toujours été le cas l'an dernier. Mais ils sont ventre mou par la défense, déjà. Oui. Sur le papier, par rapport au talent, Ramsey, Djibouille, Ngakwe, Calais Campbell, Malik... Enfin, non, tac, c'est plus Malik Jackson, c'est... Non. Marcel Darius qui est venu un peu le remplacer. Bon, sur le talent, ça va aller chercher quelques matchs, quoi. Ventre mou par le talent de la défense. Greg, tu es d'accord ? Oui. Bon, il y aura quand même, il y a ce départ de Telvin Smith qui va être un petit peu embêtant sur le deuxième rideau. Après, je rejoins Raphaël, je suis très mitigé sur cette équipe de Jacksonville. Ça peut être à l'affût quand même pour les playoffs, je pense, parce que la FC Sud, je suis pas dithyrambique sur d'autres équipes, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense qu'ils vont quand même se battre un petit peu dans la FC Sud, mais ça risque d'être un peu court quand même. Les Browns, est-ce que on n'en a pas parlé parce qu'on a parlé de leur chance de playoff dans la dernière émission. Est-ce que la ligne offensive est pas un petit problème quand même pour cette équipe de Cleveland ? Ça dépend. Greg Robinson a été une belle surprise l'année dernière. Ouais. Est-ce que ça va durer ? Après, on sait pas trop. Après, pour le coup, le coaching staff, j'allais dire reste le même. En tout cas, offensivement, je pense que Kitchen, c'est à peu près son idée de comment il veut l'utiliser. Et puis il commence à s'habituer aussi à son quarterback. Donc non, il y a aucune garantie, mais c'est sûr que la ligne offensive, ça peut être un facteur. Mais on a vu que l'année dernière, c'était mieux que les campagnes précédentes. Clairement. C'est vrai. Bon, après la semaine dernière, on vous renvoie à l'émission de la semaine dernière. On en a beaucoup parlé des Browns. Équipe quand même plutôt prometteuse. Je crois que Raphaël, t'étais pas chaud. Alors, juste pour résumer, qui avait dit qu'ils iraient en playoff ? Moi aussi. Et Raphaël, non. Peut-être. À la lutte. Voilà. Ouais. Les Cowboys, alors au moment où on enregistre, on va se baser sur un scénario idéal où Ezekiel Elliott revient. Au moment où on enregistre, il n'est pas là. Même avec ça, comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux que l'an dernier ? Vaste question. Ils sont pas si loin que ça de battre les Rams l'an dernier en playoff. Je te trouve un peu. Ah non, attention, j'ai pas dit qu'ils étaient forcément mauvais ou quoi l'an dernier. Hein. Je dis comment ils peuvent faire mieux que ça. Est-ce que c'est juste du progrès interne aujourd'hui ? Il faut miser sur le développement des jeunes, ce qui est pas impossible. Ils ont des très bons jeunes. Moi, je dirais que c'est ça. Clairement, de mon côté, c'est un progrès de Dak Prescott. C'est du progrès des cornerbacks. Je trouve l'équipe assez solide globalement dans tous les secteurs de jeu. Je les trouve presque même bas en fait dans notre classement en y repensant. Je les aurais peut-être même mis dans le top 10 directement. J'ai vu que tu étais assez optimiste dans ton... je les ai trouvés assez convaincants quand même l'an dernier malgré tout. Et puis l'année dernière, c'est pareil. C'est une équipe qui a mal démarré sa saison et qui a vraiment, on va dire, fait une énorme série en deuxième partie d'année pour atteindre les playoffs. Mais comme il y a eu cette intersaison très intelligente et comme le disait Raphaël, vraiment des retouches qui ont vraiment servi à vraiment compléter un peu plus un groupe qui était déjà très établi. Honnêtement, c'est peut-être farfelu ce que je veux dire, mais on n'est pas non plus totalement loin en fonction du rendement de Dak Prescott d'avoir une aussi bonne saison régulière qu'en 2007 par exemple où Dallas avait fini premier de la NFC. Et après, par contre, encore une fois, il y a cette inquiétude et cet inconnu Ezekiel Elliott. Il va revenir. Il est trop important, trop essentiel dans l'attaque de Dallas. Je pense que il y a beaucoup de choses à peser, on dira, du côté du front office de Dallas, parce qu'il y a Dak Prescott qui va arriver en fin de contrat, Ezekiel Elliott. Il me semble qu'il y a Amari Cooper également est dans les. Donc il y a beaucoup de dossiers à gérer en même temps. Je pense que Dallas joue un petit peu la montre pour savoir un petit peu comment gérer les émoluments des uns et des autres, mais ça me paraît inconcevable que Ezekiel Elliott ne démarre pas un match en première semaine de saison régulière avec Dallas. Bon, les Cowboys, donc pas très loin du haut du panier. Les Vikings sont les derniers de notre liste de ventre mou. L'an dernier, ils étaient parmi les favoris, ils étaient très très haut quand on avait fait un power ranking d'avant-saison. Pourquoi on y croit moins ? Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Il y a le rookie Garrett Bradbury qui arrive sur la ligne, sinon ça bouge relativement peu. Pourquoi on y croit moins aujourd'hui ? Pourquoi ils sont... je dis 11e parce que c'est là dans l'ordre dans lequel je les cite, mais pourquoi ils sont dans le ventre mou en tout cas ? Écoute, moi, à titre personnel, je les aurais mis dans le top 10. Après, on a fait un consensus, mais pour moi, les principales interrogations, c'était le poste de running back et la ligne offensive. Ça a été un poison constamment toute la saison passée. Là, tu le disais, la ligne offensive, ils ont quand même fait quelques ajouts intéressants, notamment plein centre. Et ce qui m'embête un peu plus, c'est je vois pas une énorme concurrence à Dalvin Cook. Ça peut être le petit bémol, et continuer de mettre un peu une pression sur Kirk Cousins, qui manifestement l'apprécie pas quand elle devient trop excessive.
Mais en tout cas, non, ça peut être une campagne, je pense, assez solide. Depuis que Mike Zimmer est là, il y a une grosse défense. Et je vois pas pourquoi ça changerait cette année. Donc, je les vois peut-être à 10, 11 victoires, capables de se tirer la bourre, notamment avec Green Bay, peut-être Chicago. Mais sans conviction. Raphaël, est-ce qu'on abandonne Kirk Cousins? Je vous donne les stats. 5 victoires, 25 défaites contre les équipes à bilan positif en carrière. 1 victoire, 12 défaites sur les Monday Night et Thursday Night. 6-13 en prime time. 1-6 contre les bilans positifs en 2018. À l'extérieur, 13 victoires, 23 défaites, 2 nuls. Et playoff, 0 victoire, 1 défaite. Oui, dit comme ça, c'est pas hyper encourageant. C'est dingue, je pense pas que c'était à ce point-là. Bon, après, il est jamais tout seul à perdre non plus sur le terrain, donc c'est un peu facile de tout lui remettre dessus. Non, j'ai pas envie de l'abandonner tout de suite. Effectivement, je pense que les Vikings là sont, on va dire, sont tout en haut de notre ventre mou, mais on aurait pu le mettre, comme Greg l'a dit, dans le top 10, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Il a résumé bonne défense, il y a des éléments en attaque. La question c'est plus, est-ce que le coordinateur offensif, à mon sens, l'an dernier, c'était quand même, comme on dit en anglais, sloppy. C'était pas terrible. Est-ce qu'il va réussir à élever le niveau? Si l'attaque arrive à élever son niveau, à se mettre au niveau de la défense, on a un vrai prétendant pour les playoffs et plus. Donc moi je les verrais, oui, en 10+. On a dû faire un choix, mais il pourrait être dans le top 10. Alors, je rappelle le ventre mou: 49ers, Lions, Titans, Ravens, Texans, Steelers, Seahawks, Panthers, Jaguars, Browns, Cowboys, Vikings. Donc, on n'a pas d'ordre. Juste s'il faut donner un premier et un dernier du ventre mou. Raphaël. Moi, si je devais dernier du ventre mou, je mettrais les 49ers. Comme j'ai dit, il y a quelque chose qui me gêne avec. Et en premier, je partirais sur les Cowboys. Greg. Dernier, je dirais Titans. Premier, je dirais les Browns. Je vais mélanger les deux. Moi, dernier 49ers, premier les Browns. Petit jingle et le top 10. Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Quelles sont les 10 meilleures équipes de la NFL avant d'attaquer la saison, enfin en plein milieu du camp d'entraînement? En tout cas, messieurs, c'est le moment de se mouiller parce que là, attention, c'est classé. Je les donne dans l'ordre. On attaque le top 10. Numéro 10, Chicago Bears. Est-ce que Mitchell Trubisky peut élever son niveau de jeu? Est-ce que cette attaque peut progresser? C'est peut-être la grande question de la saison. Je vous laisse y répondre. Raphaël, vont-ils progresser? C'est effectivement c'est la question, enfin une des deux questions. J'en aurais une autre pour la défense, mais c'est une des grosses questions pour les Bears. Est-ce que Matt Nagy peut faire progresser encore plus Mitchell Trubisky? J'ai envie de croire que oui, mais cela dit, c'est pas le seul à mon sens à devoir progresser en attaque. Le corps de receveur avec Allen Robinson, Taylor Gabriel, etc. doit aussi élever son niveau de jeu. La ligne offensive globalement doit être plus solide. Donc c'est toute l'attaque en fait qui doit se mettre au niveau de la défense de l'an dernier, parce que si on se rappelle bien leur match de playoff où ils sont éliminés par les Eagles, ça se joue certes sur un field goal, mais offensivement c'est pas un beau match de leur part. Donc j'ai envie de croire que oui, troisième année avec Matt Nagy, j'ai un doute là. Deuxième. Ouais, deuxième. J'ai envie de penser qu'ils vont être sur une phase de progression offensive, ouais. Greg, est-ce que tu y crois? Je pense que l'attaque aérienne sera quand même meilleure parce que y a quand même quelques petites cibles sur lesquelles peut se reposer Trubisky. Le jeu au sol, le fait que Jordan Howard soit parti, alors certes on me dira il y a Tariq Cohen, mais est-ce qu'il est vraiment capable d'être un receveur numéro 1 à temps plein, un running back numéro 1 à temps plein, avec je suis pas sûr que David Montgomery le rookie soit vraiment prêt également à prendre ces responsabilités là. C'est ce qui fait que je mets un petit bémol. Après, non, ça restera, je pense, compétitif avec une grosse défense parce que Pagano est parfaitement capable de prendre la suite de Fangio. Donc, oui, non, ça restera cohérent et pas trop loin des playoffs non plus.
Je vais être le pessimiste. Pour moi, il chute par rapport à l'an dernier. Il n'y a aucun joueur offensif qui m'enthousiasme en dehors j'allais dire de Patrick Cohen. De Tariq Cohen, c'est pas le même. De Tariq Cohen. J'aimerais bien voir Patrick Cohen jouer coureur pour les Bears, tu me diras, hein, ce serait une attraction. Tariq Cohen, donc, en dehors de lui, j'ai du mal. Je suis pas sûr que j'ai jamais eu trop confiance en Mitchell Trubisky, donc peut-être qu'il me fera mentir. Mais j'ai du mal à les voir progresser offensivement. Et l'an dernier, je dis pas que alors attention, hein, je préviens de suite, je ne dis pas que la défense va être mauvaise, mais je dis qu'elle a perdu Vic Fangio, que l'an dernier, elle était 3e sur les yards encaissés et 1re sur les points encaissés. Je ne pense pas qu'elle sera aussi dominante. Elle va sûrement rester top 10 voire top 5 hein. Je dis juste qu'elle sera peut-être pas aussi dominante, et comme je crois pas vraiment à l'attaque, pour moi ils vont un peu baisser et je les vois peut-être même pas en playoff. Moi, je les avais pas dans mon Bon, top 10. numéro 1 de la draft. Quoi? Non, je les avais pas dans mon top 10, je les avais 13, donc c'est pile aux portes des playoffs. Voilà. La seule petite inquiétude sur cette défense, moi, ça serait plus sur le côté un peu chance. L'an dernier, ils réussissent 27 interceptions, ce qui était le meilleur taux de la ligue, et faut remonter, je crois, à 2011-2012 pour retrouver autant d'interceptions. On sait très bien que certaines des interceptions, c'est un petit rebond favorable. Si ça tombe pas du bon côté, ce rebond, potentiellement la défense peut baisser aussi statistiquement d'un cran, parce que ça les a quand même bien aidés. Après, le front seven est tellement chargé en joueurs talentueux. Khalil Mack, Roquan Smith, puis même le backfield, quand tu parlais des interceptions, Kyle Fuller et Eddie Jackson. Non, mais t'as raison. Non, mais c'est quand même très très talentueux. Moi, je pense que ça va pas tant baisser que ça, et que ça va leur permettre de se maintenir dans les matchs dans le froid à Chicago, de se maintenir à un bon niveau. Il y a du monde. Les Packers sont 9e, on en a parlé dans l'émission des grandes questions, c'était maintenant ou jamais. Tout le monde a dit maintenant. Donc, candidat au titre, belle défense, Aaron Rodgers, Matt LaFleur. On va passer au 8e, on vous renvoie à l'émission de la semaine dernière, mais les Packers qui font partie évidemment des très gros espoirs de la saison, des très gros prétendants en tout cas. Les Colts, Justin Houston arrive en défense, et donc Indianapolis est 8e. Est-ce que c'est suffisant, ou est-ce que c'est toujours un petit peu en construction cette défense? Ils étaient 10e sur les points encaissés et 11e sur les yards encaissés l'an dernier, donc ils étaient déjà dans la première moitié de la ligue. Est-ce qu'avec Justin Houston, ça peut être suffisant pour aller chercher le titre? Pour moi, non. Pour moi, c'est très surcoté. Je vais me faire des amis en disant ça. J'ai du mal à m'enthousiasmer pour cette équipe d'Indianapolis, encore plus, et je pense que Raphaël me rejoindra là-dessus, avec une intersaison qui aurait pu être un peu mieux négociée, parce qu'on nous dit oui, bon, Ballard, c'est un très bon general manager. Je dis pas le contraire. Voilà, Quentin Nelson et Darius Leonard, j'ai pas dans l'idée que ce soit non plus les découvertes du siècle. En tout cas, pour moi, qui vois à peu près le processus de draft, c'est pas non plus. Comment il se la pète. Bah non, mais ouais, bon, voilà. Leonard, il payait le fait d'être joueur de deuxième division universitaire. Nelson, c'est un 6e choix de draft qui est garde. Donc bon, voilà, et c'est pas non plus incohérent ce qui a été fait. En tout cas, voilà. Indianapolis, ça rejoint ce que je disais sur d'autres équipes. C'est une équipe qui a fait une grosse fin de saison dernière, qui à mon sens a une grosse période de sur-régime à l'image de certains joueurs. Je pense alors peut-être à tort, hein, s'il fait une bonne saison tant mieux, mais un joueur comme Nico Autry par exemple sur la ligne défensive, qui a été vraiment au-dessus du niveau qu'il a démontré depuis son arrivée dans la ligue. Après il peut progresser, mais je sais pas, j'ai la sensation qu'il y a un petit sur-régime pour certains joueurs, et ce qui a coïncidé avec la bonne saison, la bonne fin de saison en tout cas, et le début des playoffs très convaincant d'Indianapolis. Après voilà, Andrew Luck sera solide, sa ligne offensive aussi. Mais à côté de ça, je vois pas des millions et des millions de playmakers du côté de cette équipe d'Indianapolis, et ça me fait quand même un petit peu peur pour confirmer. Je sais pas toi, Raphaël, mais moi je suis pour qu'on confie une franchise NFL à Greg, juste pour le voir échanger tous ses choix de draft et avoir tous les choix du 7e tour, et dire moi je vais vous montrer comment on trouve des mecs en Détroit, je suis pas sûr, que j'ai scouté moi-même, et je vais gagner le Super Bowl avec ces mecs-là que du 7e tour, quoi. Il va demander les 53 derniers choix de la draft. Et il va faire son effectif de 0 comme ça. Je t'assure, j'ai regardé des drafts précédentes avec des chouchous. Crois-moi que je tape pas toujours dans le mille, mais en tout cas pour Nelson et Leonard, j'avais un bon ressenti quand même d'entrée. Écoute, c'est pas fini pour Nathan Peterman. mais j'ai jamais cessé d'y croire. Hein. Il lui reste du temps. Raphaël, les Colts. Moi, en fait, on a préparé. On vous a pas donné les coulisses, mais Raphaël et moi-même avons fait chacun notre power ranking. On a essayé de les croiser un petit peu pour arriver à ce classement-là. Greg, il critique, mais il est même pas venu sur notre petit Google Sheet mettre son classement. Hein. Il est là, genre, ouais, surcoté vos trucs. C'était fait, quoi. Comment ?
Ouais. Voilà, on s'est Non, mais débrouillé, on a fait notre attention. Indianapolis, moi, perso, si je devais faire un power ranking, je les mettrais 11-12. Donc là, ils sont 8, c'est pas non plus... non, alors voilà, d'accord. mais si on parle de potentiel pour gagner le Super Bowl, par exemple, ou l'atteindre, je tique un petit peu plus. Alors, Raphaël les a mis 10, moi je les ai mis 6 et je réalise que je les ai mis un peu haut parce qu'avec certaines équipes dont on a parlé, je réalise que je les mettrais peut-être en dessous, notamment les Packers. Donc, Raphaël, tu les avais 10, Ouais. Ils sont un petit peu au-dessus de ça. Écoute, est-ce que tu y crois ? Je suis un petit peu, on va dire, entre l'optimisme d'une 6e place et ce que Grégory disait. Côté attaque, je me fais pas trop de soucis. Il y a le talent nécessaire. On a vu Frank Reich était assez innovant l'an dernier en attaque. Il y a eu des ajouts intéressants en attaque, donc je pense que ça va bien marcher. La question est, je vais un peu spoiler la fiche preview que j'ai fait sur les Colts à venir au cours du mois d'août, mais un des facteurs X un peu c'est cette défense, parce que là où je rejoins Grégory, c'est qu'en fait la somme, on va dire, des talents individuels de l'équipe ne correspondait pas au niveau qu'a eu cette défense l'an dernier. La défense était bien meilleure d'un point de vue global et d'équipe que la somme de ses talents, en fait. À mon sens, en dehors de Malik Hooker dans cette défense, il n'y a pas de vrai talent top numéro 1. Et Matt Eberflus a réussi par son coaching, sa capacité à faire progresser les joueurs, il a réussi à faire surperformer à mon sens des mecs comme Pierre Désir, leur cornerback, des mecs comme Denico Autry, comme Margus Hunt qu'on croyait perdu et qui s'est mis à très très bien défendre contre la course. Il y a eu l'explosion de Darius Leonard, donc effectivement on peut rajouter un deuxième talent en plus de Malik Hooker, Darius Leonard comme 2. Mais si tu veux, par rapport à d'autres défenses, par exemple par rapport à celle de Chicago, en termes de talent individuel, je la trouve bien en dessous celle des Colts. Après, je pense qu'ils vont avoir quelques talents sur le pass rush. Je pense à Taekwon Lewis ou à l'autre nom, d'ailleurs, l'ancien Temple, non, me revient plus. Mais en tout cas, ça peut être intéressant. Mais Banogu, non? Non, c'est un autre, pas très c'est un très autre. Bon, ouais. En tout cas, voilà. Mais par contre, après, ce qui est et c'est pour ça que je l'ai mis aussi plus ou moins en facteur X, c'est que Matt Eberflus a réussi pour sa première année de coaching à les faire progresser. Rien ne nous dit qu'il ne peut pas encore faire progresser ces joueurs-là avec une deuxième année de vécu ensemble. C'est vrai. Et peut-être qu'en fait, il arrive juste à bien développer ces joueurs et que ces joueurs-là qui étaient sous-développés dans d'autres équipes vont peut-être finalement trouver un peu leur rythme de croisière dans cette défense. Et c'est peut-être une défense qui va réussir constamment à s'installer dans le top 10. Donc, t'as l'apport de Justin Houston aussi en facteur X qui peut apporter leadership, expérience sur le pass rush. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'un peu cette saison des Colts va se jouer sur la capacité de la somme de ces individus à continuer à être une défense top 10 comme l'an dernier. Parce que l'an dernier, il faut quand même rappeler, ils finissent top 10 en yards encaissés, mais avant la saison d'avant, ils sont 28e. Donc c'est vraiment une défense qui a surperformé, qui a progressé d'un coup, de manière instantanée. Est-ce que Eberflus et Frank Reich peuvent continuer sur ce domaine-là ? On va voir. Si oui, à mon sens, ils sont prétendants aux playoffs. Et aller en divisional round ou en finale AFC sera déjà une belle... à mon avis, c'est leur palier en vrai. Je crois pas au titre maintenant. Un peu plus de jeu au sol aussi avec, pour aider Andrew Luck. Ouais, mais tu vois, un mec comme Marlon Mack a bien fini la saison dernière. Confirmer. Pourquoi pas continuer sa progression après tout. Est-ce que c'est pas un Lamar Miller en fait? C'est ça moi qui m'interroge. Moi c'est son palier de. Ouais, clairement là je rejoins Grégory. Moi j'aurais été Chris Ballard, je serais allé chercher Le'Veon Bell pour m'éclater avec Andrew Luck et le reste je m'en foutais, je prenais juste du plaisir quoi. Mais en vrai, tu montes une franchise et on met Raphaël sur la free agency et moi sur la draft, je peux te dire que ça va envoyer du bateau. Mais totalement d'accord avec toi pour Le'Veon Bell. Je pensais que... Après, moi, je pensais plutôt de vous donner une franchise différente. Comme ça, on aurait vu Raphaël jouer tout sur la free agency et toi tout sur la draft. Ouais, pourquoi pas. Ce serait une bonne expérience. Les Rams sont seulement 7e donc, de notre Power Ranking, ce qui veut dire que on y croit un petit peu quand même à la gueule de bois post-Super Bowl. On l'a dit dans l'émission de la semaine dernière. Grégory et moi, nous y croyons. Raphaël, tu n'y crois pas. Moi, je l'ai dit, je le sens pas pour Gurley, pour Goff éventuellement, pour la ligne, pour Sue et Joyner qui sont partis. Je sais qu'Aaron Donald est exceptionnel, mais comme tu l'avais dit aussi, je crois, Greg, la semaine dernière, Wade Phillips, c'est pas totalement la même magie qu'à Denver ou d'autres fois à Houston. Donc Rams 7, ça me paraît plutôt pas mal. C'est une bonne équipe et ils peuvent être là, ils peuvent être toujours en playoff. Mais voilà, on va peut-être pas s'éterniser. Est-ce qu'il y avait un petit truc à rajouter par rapport à la semaine dernière ?
Non, en fait, c'est toujours pareil, tout dépendra du niveau concret des autres équipes de NFC West. Et je pense que s'il y a une équipe qui est capable de les faire douter très rapidement dans la saison, ça peut se gâter. Voilà, parce qu'on a vu que l'année dernière, Seattle a bien fini notamment. D'ailleurs, à partir du moment où ils ont affronté les Rams en 1 contre 1 sur les 2 matchs, ils les ont bien enquiquinés. Voilà, s'il y a une équipe de leur division capable de les regarder dans les yeux et de la mettre tout de suite en difficulté après le Super Bowl, ça peut peut-être coincer. On passe donc au 6e et là ça va faire plaisir à Grégory puisque lui qui est superstitieux, ce sont les Falcons, 6e très très haut prétendant au titre. Tu peux commencer à te faire tatouer un trophée Lombardie sur le bras, c'est parti. Je rappelle que l'année dernière Raphaël avait annoncé Atlanta au Super Bowl, j'ai très très peur les gars. Alors pour te dire précisément, Raphaël lui les a mis 4e dans son classement perso et moi je les avais 10e, un peu plus bas, donc ça fait la moyenne, ils sont 6 du coup. Grégory, est-ce que c'est l'année du rebond? Est-ce qu'il y a encore tous les ingrédients? Alors il y a un groupe de qualité, il y a une attaque qui je pense va rester à un bon niveau, même s'il y a toujours ce point d'interrogation du jeu au sol. Ils ont pris un garde au premier tour, Chris Lindstrom en l'occurrence, et alors ça c'est on va dire c'est T'avais aimé leur draft, hein? T'avais aimé leur draft? Oui, non, mais après les joueurs en tant que tels, j'avais pas forcément aimé la direction parce que forcément, de par ce que je disais précédemment, la défense était tellement catastrophique l'année dernière que ajouter 1 ou 2 playmakers, ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Après, la ligne offensive, c'est bien. Tu protèges Matt Ryan, qui paradoxalement, malgré des lignes offensives qui n'ont pas toujours été extraordinaires, c'est jamais vraiment blessé. Je touche du bois. Mais en tout cas, voilà, tu protèges efficacement et puis surtout, tu te donnes la possibilité avec Chris Lindstrom et Caleb McGarry sous réserve de ses problèmes de santé, parce que ça c'est l'autre petit bémol, d'avoir un jeu au sol qui peut de nouveau être performant si Devonta Freeman revient bien et si Ito Smith confirme. Alors ça fait beaucoup de si en l'occurrence, mais en tout cas il y aura un jeu aérien qui sera toujours efficace selon moi avec 3 excellents receveurs. Un plus qu'excellent en l'occurrence avec Julio Jones, qui était le plus productif l'année dernière. Gros point d'interrogation, la défense. Qu'est-ce qu'on va faire? Vers quel système on va aller? Il y a beaucoup de retours de blessures. Dion Jones, Keanu Neal notamment. Grady Jarrett qui a enfin signé son contrat longue durée, donc ça c'est mis de côté. Un Takarius McKinley qui a priori devrait devenir le nouveau pass rusher en chef de cette attaque. Et il y a des choses intéressantes. Après, est-ce que ça a fondamentalement changé avec la prise de fonction de Dan Quinn en tant que coordinateur défensif et un groupe qui reste globalement le même? Je sais pas. Moi, personnellement, sur mon power ranking perso, ils étaient aux alentours de la 15e place quand même. Waouh! Supporter pessimiste. Je te jure. 15e, non, bah écoute, il y a beaucoup de points d'interrogation. Avait le bon goût de se réveiller avec Takarius McKinley, ça pourrait faire un truc sympa. Raphaël, tu les as 4. Qu'est-ce qui fait que tu crois à ce point-là? Moi j'y crois pas mal parce que je trouve vraiment que c'est un groupe très complet. L'attaque, j'ai absolument aucune crainte. Ça va faire 4-5 ans que les Falcons s'enchaînent des saisons en attaque où à l'année ça va de 23 points de moyenne à sous le pic Shannon de mémoire c'était 34 points. Enfin l'attaque roule. Je me fais aucun souci que quand il faudra les mettre les 25-30 points pour gagner des matchs, ils seront en position de le faire. Et la défense, l'an dernier, c'est quand même une défense qui a été décimée par les blessures et pas des moindres. Dion Jones au centre. Il y a peu de linebackers dans cette ligue capables de couvrir la passe comme il le fait et de défendre contre la course comme il le fait. Il le retrouve. Il y a Keanu Neal qui revient au poste de safety. Moi, je pense que c'est un groupe qui est plutôt jeune en plus. S'ils sont épargnés par les blessures, je les vois vraiment forts et je les avais. Il y a 2 ans, ils étaient au Super Bowl. L'an dernier, personnellement, je les avais au Super Bowl et je pense que sans ces blessures, ils sont encore une fois de plus en play-off et après, sur un match à élimination, qui sait ce qui se passe. Moi, je pense vraiment que c'est un groupe solide et qui est largement top 10 en termes d'effectifs dans cette ligue. Je suis assez d'accord. Moi, je les trouve assez complets. Je suis comme Raphaël. Je les ai mis bas, je les ai mis 10. Enfin, je les ai mis bas, je les ai mis 10. Ça peut être une équipe qui pourrait aller au bout sans me surprendre non plus. 5e, les Chargers. Alors là, messieurs, je vais me permettre d'être un peu vulgaire. C'est les Chargers. Donc, ils ont tout sur le papier. Ils ont un bon quarterback, ils ont des receveurs, ils ont des défenseurs, mais c'est les Chargers. Donc, qu'est-ce qui va merder? La défense contre la course. La défense contre la course. Oh, t'es dur. L'an dernier, ils se font éventrer par Sonny Mitchell, mais vraiment dans les grandes largeurs du terrain.
Je pense que ça va être leur point faible parce qu'après, comme tu le dis, je vous laisse finir, mais comme tu le dis, sur le reste enfin, globalement, les secteurs de jeu sont assez solides à peu près partout quand même. Hein. Moi, je pense qu'ils vont faire le pinacle ils vont faire la saison la plus Chargers des Chargers pour être un peu le sommet de la carrière de Philip Rivers. Ils vont aller jusqu'au Super Bowl, ils vont mener un truc genre 21 ou 28-0 et là il va lancer 14 interceptions de suite et ils vont relâcher 3 fumbles et il y aura un truc incroyable comme ils le font à chaque fois. Ouais, je sais pas. Je peux jeter un pavé dans la mare tout de suite ou pas ? Vas-y. Parce que tu parles de Philip Rivers. Sur les pieds, mais vas-y. Tu parles de Philip Rivers qui atteint le Super Bowl. Il faudra déjà qu'il fasse une campagne de playoff satisfaisante en étant la tête de l'attaque de Los Angeles. La dernière fois que les Chargers, parce qu'à l'époque ils étaient à San Diego, ont été loin en playoff, c'était avec Tomlinson en taulier de l'attaque. Et là, j'annonce, Grégory vient de lâcher le micro. Ouais. Genre drop the mic quoi. Moi, on m'a fait des reproches parce que j'ai suggéré que on m'a fait des reproches parce que j'ai suggéré que Philip Rivers n'avait pas sa place dans le top 50. Alors là, je te laisse. Là tu prêches un convaincu. Alors là, je peux te dire que Philip Rivers à la place de Matt Ryan, là, j'avoue que bon, c'est plus le sujet, mais bon, bref. Non mais ouais. Alors mine de rien, il y a cette interrogation Philip Rivers. Je pense que les Chargers, et Raphaël le disait, ça va être hyper complet. Et j'avoue que j'hésite quand même à les mettre vainqueurs de la FC West. On aura le temps d'en rediscuter, mais je pense que comme l'année dernière, ça va pas se jouer à beaucoup par rapport aux Chiefs, et je serais pas étonné que Los Angeles gagne la division. Après, Philip Rivers en playoff, ça c'est mon avis personnel. Une grosse interrogation sur Melvin Gordon également. Ça c'est un truc qui peut pourrir également le vestiaire, mine de rien, ces histoires de contrat. Pour un joueur qui quand même, je trouve, est pas mal blessé ces derniers mois. Ouais, c'est vraiment pas le coureur le plus exceptionnel. Moi, il a eu du mal à démarrer dans sa carrière. C'est un bon coureur, mais la grève et tout ça. Je suis plus inquiet pour Ezekiel Elliott si je suis les Cowboys. Ah oui, ça. Voilà. Non, mais voilà, je veux dire, il est pas. C'est pas un mec qui me choque comme étant un coureur de très très haut niveau, quoi, Melvin Gordon. Mais défensivement, c'est très costaud et en plus, c'est bien coaché par Gus Bradley. Donc voilà. S'il y a des zones d'ombre, pour moi, elles sont plus offensives, paradoxalement, malgré le bon niveau de l'attaque, le retour d'Hunter Henry, etc. quoi. Bon, donc défense contre la course pour Raphaël et plus l'attaque pour Greg. Les quatrièmes au pied du podium, les Eagles blindés. Raphaël, je sais que tu adores Fletcher Cox, alors je t'offre cette stat. L'an dernier, il a réussi 95 pressions sur le quarterback. C'est le plus gros total jamais enregistré par Pro Football Focus pour un defensive tackle qui ne s'appelle pas Aaron Donald. Il n'a pas de chance, il est tombé à la même époque qu'un monstre. Il y a du monde autour de lui. S'ils évitent les blessures, évidemment, ils reviennent en force. Après, il y a toujours cette interrogation. Carson Wentz, quand même 4e. Est-ce que c'est pas haut pour une équipe dont le quarterback a été blessé les 2 dernières années ou pas? Ou alors on dit il y a une grosse défense, il y a DeSean Jackson qui est de retour, Jeffrey, Agholor, Zach Ertz, Jordan Howard, une bonne ligne, voilà, il y a tout. 4e, effectivement, ça peut paraître haut sur cette incertitude quarterback, comme tu dis, qui n'arrive pas à finir 2 saisons. Maintenant, on part aussi sur le talent global d'un groupe. Assez chargé en défense, assez chargé en attaque. Il va y avoir des retours de blessures. Je pense que l'an dernier, ils finissent quand même la saison avec leur cornerback numéro 5 et 6. En titulaire en playoff sans être ridicule. Là, les titulaires vont revenir. Bon, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de qualité pour aller chercher des matchs, même dans un jour. Et puis, si on part du principe qu'on arrive à trouver un Carson Wentz entre cette fin de saison qu'il avait fait, où certains en parlaient comme un potentiel MVP, et le Carson Wentz qui ne joue pas, si tu arrives à trouver un juste milieu entre les deux, pour moi, c'est quand même un des groupes les plus talentueux de cette ligue, toutes les squads confondues. Et donc, clairement, et à mon sens, ils sont 4e parce que Carson Wentz, incertitude. Parce que si on était sûr d'avoir un Ironman qui fait tous ses matchs, je les mettrais même largement top 3 sans aucun souci. Donc déjà pour moi ils sont 4e à cause de ça. Donc bon. Greg, haut ou bas? Le fait qu'ils soient numéro 4, pour moi bas. Alors je vais me faire beaucoup de copains. J'entends des supporters des Patriots qui rigolent dans le fond, mais pour moi ils étaient numéro 1 de mon power ranking. Pour moi c'est hyper complet. En effet, Raphaël a tout dit globalement, mais voilà. Carson Wentz, gros point d'interrogation d'un point de vue santé. Ouais, après, moi je peux pas mettre une équipe numéro 1 quand on dit que le point d'interrogation santé c'est le quarterback. Mais bon, après ça reste la santé, c'est pas son niveau, tu vois. Après encore, s'il est bien protégé, c'est toujours pareil. Andrew Luck l'année dernière, on disait tiens, il a pas lancé de ballon depuis 2 ans, ça y est, c'est foutu. Ça peut aller très très rapidement en NFL et là, on a considéré un tackle au premier tour de la draft. On lui a mis des running backs pour vraiment avoir enfin un jeu au sol performant, des cibles vraiment en pagaille.
Honnêtement, là, bon, s'il se blesse, enfin, j'exagère un peu, mais s'il se blesse, là, on peut dire, bon, bah, Carson Wentz, c'est plus la peine, mais je pense qu'il va revenir à un moment donné, et c'est pour ça que j'en fais l'équipe la plus dangereuse de cette ligue à l'heure actuelle. Dans l'esprit, moi, 4, ça me va bien parce qu'ils se retrouvent derrière 3 gros favoris qui sortent d'une grosse saison. Ouais, Et voilà, ils peuvent passer dessus. Si c'était à refaire. Après, C'est alors, lui. on va passer au 3e et je peux comprendre pourquoi tu les aurais mis plus haut par rapport à cette équipe-là. C'est que forcément, les Eagles ont une bien meilleure défense que le 3e qui sont les Chiefs. Ouais. On va pas refaire l'attaque, on en a parlé la semaine dernière, mais la défense va être le gros facteur X pour cette équipe de Kansas City. Elle était très mauvaise l'an dernier, et alors même si elle a eu beaucoup de sacs, mais elle prenait beaucoup de points et de yards, et du coup elle a été très remaniée. Donc c'est vraiment le facteur X. Si on les a mis 3e, c'est qu'a priori on y croit un petit peu. Ou alors on croit que Patrick Mahomes et l'attaque sont toujours capables de déborder tout le monde. Moi, j'y crois, ouais, plus d'un point de vue offensif, avec une vraie capacité à aller chercher les matchs sur des hauts scores pour combler la lacune défensive. Après, il y a des paris assez intéressants sur la défense. Des joueurs comme Frank Clark, Alex Okafor qui arrivent. Frank Clark qui sort d'une très très grosse saison avec Seattle. Mais bon, comme tu dis, des paris, des questions, voir comment la sauce prend. Ça peut prendre un peu de temps et du coup leur faire perdre la première place en AFC West par rapport à des Chargers qui seront déjà plus rodés qu'eux. Mais bon, après, par rapport à l'emballement de l'an dernier, je trouve quand même que la défense se renforce. Donc je les avais aussi top 5 sans aucun souci. Donc 3e, ça me convient. Sur le podium, Greg. Oui, non, Raphaël a globalement tout dit, notamment sur le niveau de la défense. Tu parlais des defensive end. Je pense qu'un remplacement, par exemple, d'Abrylon Speaks en defensive end, leur ancien 2e tour, je pense que ça peut être une très bonne chose. Et puis, il y a toujours des joueurs qui restent assez impressionnants, à l'image de Chris Jones, notamment. On sait que, il me semble que le run stop également est un petit souci du côté de Kansas City l'année dernière. Ça pourrait changer, je pense, sous l'ère Steve Spagnuolo, même si c'est pas forcément là-dessus qu'il s'est distingué au cours de sa carrière. Ça pourrait être quelque chose d'un peu meilleur, mais oui, je rejoins Raphaël, ça peut mettre un peu plus de temps à l'allumage et c'est ce qui peut leur coûter cher dans l'optique des playoffs. Numéro 2, les Saints. Raphaël, tu as dit souvent que tu étais inquiet pour Drew Brees ces dernières semaines. Est-ce que du coup, numéro 2, tu les trouves trop haut ou alors est-ce que c'est vraiment juste ton attention de l'année, mais ils sont toujours très très forts? Je les trouve trop hauts. Je les aurais pas eu top 2. Je sais plus combien je les ai mis, mais... Tu les avais 3. Hein? Tu les avais mis en 3. Ouais, bah tu vois, en vrai, en y réfléchissant, je les enlèverais même dans top 3, mais j'ai cette inquiétude sur Drew Brees et que je continue à penser que ses lancers en fin de saison étaient assez inquiétants en termes de vélocité et que j'ai peur que ce soit l'année de trop. Mine de rien, dans leur duo de coureurs, finalement, ils perdent quand même Mark Ingram. J'attends de voir qui va faire la paire avec Alvin Kamara. Après, la ligne offensive est bonne, la défense est bonne, il y a du talent, c'est en progrès. Quand je dis finalement je les enlèverais du top 3, c'est pas pour les mettre 15e, hein, mais plus l'intersaison avance, plus je m'inquiète pour eux en fait. Donc voilà. Donc je pense qu'au prono, ça jouera peut-être. Greg, Raphaël disait bonne défense. Il y a quand même Marcus Latimore qui doit rebondir, Sheldon Rankins qui doit revenir de blessure, Marcus Davenport qui doit progresser. Mais par contre, je t'ai vu hocher la tête quand il disait il faut faire attention à l'attaque et tout ça. Et tu hochais la tête. Non, parce que je taquinais. Moi, je ne crois que ce que je vois. Et bon, la régression de Drew Brees, pour l'instant, ça fait un petit moment que je l'attends. Non, défensivement, je suis à moitié d'accord. C'est solide, mais faut pas lancer des ballons, quoi. Parce que si on leur lance des ballons, ça peut rapidement se compliquer quand même. Bon, en effet, Marshall Latimore a une deuxième saison, un petit peu plus mitigée. Et à côté de ça, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Après, en effet, il y aura également la deuxième saison de Marcus Davenport pour être vraiment le pendant en chef de Cameron Jordan. Donc, ça pourra éventuellement apporter un peu plus de pression. Et puis, le run-stop avec Dennis Allen, ça a globalement été efficace depuis son arrivée. Honnêtement, je sais pas si ce sera aussi impressionnant que l'année dernière, mais je serais pas étonné de les voir grand maximum 2 ou 3 de la NFC à la fin de la saison régulière. Oui, ça fait toujours partie des favoris. Oui. Hein, maintenant, on est oui, très haut. Et puis numéro 1, les New England Patriots, champions en titre. On l'a dit la semaine dernière, ils ont Bill Belichick et Tom Brady. Ça les place automatiquement en position de prétendant au titre. Est-ce qu'ils sont plus forts que l'an dernier ou pas sur l'effectif?
Raphaël. Je réfléchis. Au jeu des ajouts et des pertes. Ils ont perdu Rob Gronkowski, ils ont perdu. J'aime bien quand même les ajouts en défense d'un Michael Bennett, d'un Jamie Collins qui revient à la maison après avoir vu que l'herbe était pas plus verte à Cleveland, avoir fait sa diva un peu, il revient à la maison. Je trouve la défense ultra convaincante et assez bien blindée. Et je pense que l'équipe se vaut. Il y a plus de cibles peut-être. Pas forcément plus de talent parce que tu perds Rob Gronkowski, mais d'un point de vue numérique, je trouve que ça s'est amélioré. Ils retrouvent leur rookie du premier tour, Isaiah Wynn, qui était blessé l'an dernier. Après, bien sûr, on va voir ce qu'il vaut, mais je fais assez... Ils ont toujours Skarnekia. Oui, voilà, je fais confiance à leur coach de ligne offensive pour faire le taf. Donc, pour moi, c'est peu ou prou la même équipe que l'an dernier, quoi, l'équipe championne. C'est dingue, hein. Ce sera leur 3e left tackle en 3 ans du coup, parce qu'ils avaient perdu Solder, ensuite ils sont passés à Brown, et là du coup il va falloir encore changer. C'est atypique pour une équipe quand même de très haut niveau, mais comme vous l'avez dit, ils sont tellement bien coachés que ça marche, ça continue. Est-ce qu'on va être sur le scénario habituel, c'est-à-dire une ou deux petites défaites sur les 3-4 premières semaines, histoire de faire dire à tout le monde mais peut-être que cette année c'est le début de la fin, et puis après ils vont prendre leur rythme petit à petit, ils vont arriver en play-off, et c'est là que ça va se jouer sur le coaching et sur l'instinct clutch de Tom Brady? C'est vrai que l'année dernière ça avait quand même un petit peu étonné. Je pense que c'était la défaite à Détroit notamment. Ils avaient eu un début de saison assez compliqué. C'est surtout sur les matchs à l'extérieur que je regarderai particulièrement les Pats, parce qu'on voit qu'à Foxborough, ça reste. Il me semble qu'ils n'ont pas perdu une seule fois l'année dernière du côté du Gillette Stadium. Donc non, globalement à New England, c'est assez costaud. On voit qu'à l'extérieur, alors je sais pas si c'est spécialement le fait que Brady ait peut-être un peu plus de mal. J'en sais pas. J'ai pas d'analyse vraiment poussée sur la question, mais en tout cas, on a clairement vu que l'année dernière à l'extérieur, c'était déjà quand même un petit peu plus compliqué. Et il y a des déplacements qui vont pas être hyper évidents. Si on prend par exemple le match alors, il le joue tous les ans, mais le match à Buffalo contre une grosse défense contre la passe, ça peut être un match où par exemple Brady peut être enquiquiné, surtout qu'il va arriver assez vite cette saison. Semaine 4. Il y a ce genre de match-là. Après, franchement, globalement, on en parlait la semaine dernière, mais je serais étonné que ça fasse moins de 10, 11 victoires, quoi. Même 11 victoires en dessous, je serais étonné, quoi. Il y a un début de calendrier qui est... alors il y a Pittsburgh au début qui va être très dur. Derrière ça joue à Miami, les Jets, Buffalo, les Redskins, les Giants, les Jets. Donc ça c'est plutôt un enchaînement quand même qui devrait leur permettre de se roder. Les Redskins, attention. Une équipe poil à gratter. Moi je n'en démords pas, messieurs. Et puis derrière, ça va se corser par contre la deuxième partie de saison avec les Browns, les Ravens, les Eagles, les Cowboys, les Texans, les Chiefs, les Bengals, les Bills et les Dolphins. Mais il y a un run au milieu là qui est assez costaud quand même pour cette équipe. Mais voilà, c'est les Patriots, vous l'avez dit, en défense ça va être costaud, en attaque il y a Brady. Mais c'est pas mal ce que tu nous dis, parce que du coup ça veut dire que en l'occurrence pour les Patriots, ça va être une saison qui va monter crescendo. Et pour une équipe qui est on va le dire, à 95% sûr, à moins de blessures et à moins d'une épidémie de joueurs de disputer les playoffs, c'est bien, ça va les mettre sur un bon rythme justement dans l'optique des matchs du mois de janvier. Voilà donc pour le Power Ranking, messieurs. Donc les Patriots, grand favori de la saison, on est d'accord là-dessus? Oui. Ça reste favori, je sais pas. On peut plus parier contre cette équipe, de toute façon. Oui, non, maintenant on a arrêté. De toute façon, on a un podcast prono, non? Donc, oui, c'est vrai, c'est ça. On a le temps de voir. Oui, il reste encore un peu de temps. Ça se trouve, on touche du bois pour eux pour que ça leur arrive pas, mais il y aura peut-être des blessures d'ici au podcast prono et tout ce qui va se passer. Mais et puis après, ça veut pas dire que tout le monde les aura favoris ou quoi que ce soit. Et selon les scénarios, qui va arriver au Super Bowl, qui va affronter qu'est-ce qui pourrait se passer. Enfin voilà, il y aura un podcast prono, bien évidemment. Merci beaucoup Grégory, merci beaucoup Raphaël. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup Camille Sarabène à la technique. C'est comme ça que se termine l'épisode numéro 297 du podcast Jean Action. On vous remercie de nous écouter. N'oubliez pas Spotify. Alors je sais plus si ça marche encore, Apple Podcast. Non, c'est Apple Music qui a fini. Je sais plus. Ils ont fermé iTunes. Enfin bref, on est toujours chez Apple. C'est Apple Podcast, Spotify, tout ça. On est disponible partout. YouTube aussi. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. On vous remercie si vous le faites. Pour nous suivre, c'est tdactu.com sur Internet, Twitter @tdactu, Instagram @touchdownactu en entier, Facebook @tdactu, les comptes Twitter sur
sur les comptes Twitter perso, Raphaël_TDA pour Raphaël, Camissa @CamissaRaben pour Camille, @YellowRadiosa pour Grégory, @Alain Mattei pour moi-même. On vous rappelle que toute l'actu de la NFL c'est sur tdactu.com. On vous rappelle surtout qu'on sera à Hard Rock Café en public le 1er septembre pour un enregistrement de la 300e. Ce sera le grand anniversaire. On sera là à partir de 17h, 18h le quiz, 18h45 enregistrement de l'émission en direct et à partir de 20h on mange. Vous pouvez pré-réserver pour le repas et si vous voulez pas manger là, vous pouvez évidemment venir sans pré-réserver juste pour assister à l'émission et boire un verre. Il y aura un happy hour en plus et vous pouvez aussi ne pas réserver et décider de manger au dernier moment avec nous et manger à la carte. Il n'y a aucun souci. Tous les détails sont sur le site. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Merci encore messieurs. On se retrouve très bientôt. L'actu, on l'a dit, tdactu.com. Très bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Ciao. Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit.